Chapitre 1. Les navires de vérité. Le troisième été de la guerre des Pirates Rouges, les bateaux de combat des Siduchés reçurent leur baptême du sang. Ils n'étaient que 4, mais ils représentaient une modification considérable de la tactique défensive du royaume. Nos engagements, ce printemps-là, avec les Pirates Rouges, nous apprirent rapidement que nous avions beaucoup oublié de l'art d'être guerriers. Nos ennemis avaient raison. Nous étions devenus une race de fermiers, mais des fermiers résolus à lutter pied à pied. Nous découvrîmes bientôt que les pirates étaient des combattants inventifs et barbares, au point qu'aucun d'entre eux ne se rendit jamais ni ne se laissa prendre vivant. Peut-être aurions-nous dû y voir le premier indice sur la nature de la forgisation et de l'adversaire que nous affrontions. Mais, à l'époque, cet indice trop subtil nous échappa, et nous étions trop occupés à survivre pour nous poser des questions. La fin de l'hiver passa aussi vite que le début avait traîné. Les divers aspects de mon existence devinrent comme des perles dont j'eusse été le fil qui les reliait. Si je m'étais jamais arrêté à songer au mal que je me donnais pour les maintenir séparés, je crois que la tâche m'aurait paru insurmontable. Mais j'étais jeune, bien plus que je ne le soupçonnais, et je trouvais, j'ignore comment, l'énergie de la mener à bien. Ma journée commençait avant l'aube, par une séance auprès de Vérité, à laquelle se mêlaient au moins 2 fois par semaine Buriche et ses haches. Mais le plus souvent, nous étions seuls, le prince et moi. Il travaillait sur mon sens de l'art, mais pas à la façon de Galène. Il avait des missions précises à me confier. Il me formait dans cette optique. J'appris à voir par ses yeux, et à lui donner l'usage des miens. Je m'entraînais à prendre conscience des moyens subtils par lesquels il dirigeait mon attention, et à entretenir en moi un monologue constant qui lui décrivait tout ce qui se passait autour de nous. Pour cela, je quittais la tour en emmenant sa présence, tel un faucon sur mon poignet, et vaquais à mes autres occupations quotidiennes. Au début, je n'arrivais à maintenir le lien d'art que quelques heures, mais, le temps passant, je réussis à lui faire partager mon esprit des jours durant. Néanmoins, le lien finissait toujours par s'affaiblir. Ce n'était pas un véritable échange d'art entre lui et moi, mais un contact imposé par le toucher, qu'il fallait renouveler. Cependant, si faibles que fussent mes capacités, j'en éprouvais un sentiment de victoire. Je passais une bonne part de mon temps au jardin de la reine, à déplacer et déplacer encore bancs, statues et bacs, jusqu'à la complète satisfaction de Ketriken. Durant ces heures, je veillais toujours à ce que Vérité soit avec moi. J'espérais lui faire du bien en lui présentant sa reine telle que d'autres la voyaient, surtout lorsqu'elle se laissait porter par l'enthousiasme que suscitait en elle son jardin sous la neige. Les joues roses sous sa chevelure blonde, baisées par la brise et pleines d'éclat, ainsi la lui montrai-je. Il l'entendait parler librement du plaisir qu'elle souhaitait voir ce jardin procurer à son époux. Était-ce trahir les confidences que me faisait Ketriken? Je repoussai fermement toute idée de gêne et emmenai le prince lorsque j'allais présenter mes respects à Patience et Brodette. Je m'efforçais aussi de mêler davantage vérité au peuple. Depuis qu'il assumait son lourd fardeau d'artiseur, il côtoyait rarement ces gens du commun qui l'aimaient tant. Je le menais aux cuisines, à la salle de garde, aux écuries et dans les tavernes de Bourg-de-Castelcerre. Pour sa part, il me guidait au hangar à bateau, où j'assistais aux ultimes travaux effectués sur ces navires. Plus tard, je me rendis fréquemment sur les quais, auxquels les bâtiments étaient amarrés, pour bavarder avec les équipages tandis qu'ils se familiarisaient avec leurs vaisseaux. Je lui fis entendre les hommes qui ronchonnaient, regardant comme trahison le fait que des réfugiés outriliens soient enrôlés à bord de nos navires de défense. Pourtant, ces exilés avaient visiblement l'expérience du maniement des rapides bateaux pirates, et leur savoir-faire ne pouvait que rendre les nôtres plus efficaces. Mais il était visible aussi que beaucoup de matelots des Siduchés avaient une dent contre cette poignée d'immigrants et s'en méfiaient. J'ignorais si la décision de Vérité de les employer était judicieuse ou non, mais, gardant mes doutes pour moi, je me contentais de lui faire écouter les murmures des autres marins. Il était aussi avec moi lorsque je rendais visite à Subtil. J'appris à me présenter chez le roi en fin de matinée ou en début d'après-midi. Murfès me laissait rarement entrer sans faire d'histoire. Il y avait toujours quelqu'un dans la chambre.
des servantes inconnues de moi, un ouvrier prétendument en train de réparer une porte ou autre chose. J'attendais patiemment l'occasion de parler en privé à mon souverain de mes ambitions conjugales. Le fou était toujours là aussi, et s'en tenait à ses promesses de ne pas me manifester d'amitié devant des yeux étrangers. Ses moqueries étaient cinglantes, et j'avais beau savoir ce qu'elles dissimulaient, il réussissait néanmoins parfois à me désemparer ou à m'irriter. Mon seul sujet de satisfaction était les améliorations que je constatais dans la chambre, car quelqu'un avait rapporté à maîtresse pressée dans quel capharnaüm vivait le roi. Durant les préparatifs de la fête de l'hiver, une telle troupe de servantes et de serviteurs envahit l'appartement royal qu'elle apporta les festivités jusqu'au roi. Maîtresse pressée, les poings sur les hanches, se tenait au centre de la pièce et surveillait les opérations, tout en morigénant Murfess d'avoir laissé la situation se dégrader à ce point. Manifestement, il lui avait assuré qu'il veillait personnellement au ménage et à la lessive du roi, afin d'éviter tout dérangement au souverain. Je passai un après-midi très gai, car le tumulte réveilla Subtil, qui parut bientôt retrouver sa personnalité d'autrefois. Il fit taire maîtresse pressée, qui réprimandait ses gens pour leur manque d'énergie, et se mit à échanger des plaisanteries avec eux, tandis qu'il grattait les sols, répandait des roseaux frais, et frottait les meubles avec une huile nettoyante au doux parfum. Maîtresse pressée amoncela une véritable montagne de courtes pointes sur le roi, puis ordonna qu'on ouvre les fenêtres pour aérer la chambre. Elle aussi renifla les cendres et les brûloirs, et je suggérais, mine de rien, que Murfess serait peut-être le plus indiqué pour les vider, puisqu'il était au fait des herbes qu'on y brûlait. Lorsqu'il revint avec les récipients propres, il faisait montre d'un caractère beaucoup plus docile et malléable. Je me demandais s'il était lui-même au courant des effets que ces fumées avaient sur Subtil. Mais sinon, qui? Le fou et moi échangeâmes discrètement plus d'un regard entendu. Après avoir été récurée, la chambre fut égayée de chandelles et de guirlandes, de rameaux de sapin et de branches nues argentées et décorées de noix peintes. Ce spectacle ramena des couleurs aux joues du roi, et je perçus la satisfaction silencieuse de Vérité. Ce soir-là, quand le roi quitta ses appartements pour se joindre à nous, dans la grande salle, et qu'en plus il demanda ses musiciens et ses airs favoris, je pris cela comme une victoire personnelle. Certains moments étaient à moi seul, naturellement, et je ne parle pas seulement de mes nuits avec Molly. Dès que je le pouvais, je m'échappais du château pour courir et chasser en compagnie de mon loup. Liés comme nous l'étions, nous n'étions jamais complètement coupés l'un de l'autre. Mais un simple contact d'esprit ne donnait pas le profond contentement d'une chasse partagée. Il est difficile d'exprimer la sensation de complétude de deux êtres, qui agissent comme une créature unique, avec un but unique. En ces occasions, notre lien trouvait son véritable accomplissement. Mais même quand les jours, même quand les jours passaient sans que je voie physiquement mon loup, il ne me quittait pas. Sa présence était comme un parfum que l'on perçoit avec force la première fois, mais qui se fond ensuite dans l'air qu'on respire. Je le savais là, par de petits détails. Mon odorat me semblait plus aiguisé, ce que j'attribuais à sa capacité à déchiffrer ce que la brise m'apportait. Je devenais plus conscient des gens qui m'entouraient, comme si sa conscience à lui surveillait mes arrières et m'ouvrait à d'infimes indices sensoriels qu'autrement j'aurais négligés. Les aliments étaient plus savoureux, les parfums plus tangibles. J'essayais de ne pas étendre cette logique à ma fin de la compagnie de Molly. Je le savais avec moi, mais, fidèle à sa promesse, il évitait de manifester sa présence en ces moments-là. Un mois après la fête de l'hiver, j'eus un nouveau travail à accomplir. Vérité avait dit vouloir me voir à bord d'un navire. On me convoqua un jour sur le pont du Rurisque, et on m'assigna une place aux avirons. Le capitaine du bâtiment s'étonna ouvertement qu'on lui fournisse une brindille, alors qu'il avait demandé une bûche, mais je n'étais pas en position de débattre de la question. La plupart des hommes qui m'entouraient étaient de solides gaillards et des matelots aguerris. Ma seule chance de montrer ce que je valais était de m'atteler à la tâche avec toute l'énergie dont je disposais. J'avais au moins la satisfaction de ne pas être le seul sans expérience. Les hommes du bord avaient tous servi peu ou prou sur d'autres navires, mais, à part les Outriliens, nul n'avait la pratique des bateaux de combat. Pour trouver des hommes capables de construire ce type de bâtiment, Vérité avait dû faire chercher nos plus vieux charpentiers de marine. Le Rurisque
était le plus grand des 4 vaisseaux lancés à la fête de l'hiver. Il avait des lignes élancées et sinueuses, et son faible tirant d'eau lui permettait à la fois de raser la surface d'une mer calme, tel un insecte celle d'un étang, et d'affronter le gros temps avec autant d'aisance qu'une mouette. 2 des 4 bateaux avaient des planches chevillées, bord à bord, dans les membrures. Mais le Rurisque et son jumeau de moindre taille, le Constance, étaient bordés à clin. Les planches se chevauchaient. Le Rurisque avait été construit par Congrema, et son vaigrage était bien agencé, tout en possédant assez de jeu pour résister à tous les coups que pouvait lui porter la mer. Il n'avait fallu que très peu de calfatage à l'étoupe goudronnée, tant ce navire avait été amoureusement fabriqué. Son mât de pin soutenait une voile de lin tissée, renforcée de cordes et frappée du cerf de vérité. Le nouveau bateau sentait encore la sciure et la corde goudronnée. Ses ponts étaient à peine éraflés et les avirons étaient propres sur toute leur longueur. Bientôt, le Rurisque prendrait un caractère bien à lui. Un coup de burin pour rendre une rame plus facile à tenir, une épissure à un bout, toutes les petites entailles et rainures qui marquent un navire vivant. Mais pour l'heure, le Rurisque était aussi inexpérimenté que nous. Quand nous le sortîmes pour la première fois, la scène m'évoqua un cavalier novice sur un cheval tout juste débourré. Il tanguait, reculait, faisait la révérence au milieu des vagues. Puis, à mesure que nous trouvions tous le rythme, il s'enhardit et se mit à fendre les eaux comme une lame bien graissée. Vérité voulait que je m'imprègne de ces nouvelles techniques. On me donna une couchette dans l'entrepôt parmi mes compagnons d'équipage. J'appris à ne pas me faire remarquer et à obéir promptement aux ordres. Le capitaine était originaire des Siduchés, mais le second était outrilien. Et c'est lui qui nous enseigna vraiment le maniement du Rurisque et ce dont il était capable. Il y avait 2 autres immigrants outriliens à bord, et quand nous n'étions pas occupés à étudier le bateau, à l'entretenir ou à dormir, ils se réunissaient et parlaient entre eux. Je m'étonnais qu'ils ne se rendent pas compte du mécontentement que leur attitude suscitait chez ceux des Siduchés. Ma couchette était proche des leurs, et souvent, alors que je cherchais le sommeil, je sentais Vérité qui me pressait de tendre l'oreille pour surprendre les mots chuchotés dans une langue que je ne comprenais pas. J'obtempérais, sachant qu'il tirait davantage que moi de ce charabia. Au bout de quelque temps, je finis par m'apercevoir que leur langage n'était pas très éloigné de celui des Siduchés, et que je parvenais à saisir une partie de leur conversation. Je n'y surpris aucun propos séditieux, seulement des souvenirs doux amers, de parents fort gisés par leurs propres compatriotes. Ils n'étaient pas si différents des hommes et des femmes des Siduchés qui composaient l'équipage. Presque tous à bord avaient perdu un proche par la forgisation. Avec un sentiment de culpabilité, je me demandais combien de ces âmes meurtries j'avais envoyées dans les limbes de la mort. Malgré la fureur des tempêtes hivernales, nous sortions presque quotidiennement avec les bateaux. Nous organisions des batailles simulées les uns contre les autres, pour nous entraîner aux techniques d'abordage et d'éperonnage, et aussi pour nous exercer à estimer la distance à sauter afin d'atterrir sur le vaisseau d'en face plutôt que dans l'eau. Notre capitaine s'appliquait à nous faire toucher du doigt les avantages dont nous disposions. Les pirates que nous aurions à affronter seraient loin de chez eux et déjà épuisés par des semaines passées en mer. Ils auraient vécu tout ce temps à bord de leur navire, à l'étroit, malmenés par l'hiver, tandis que chaque matin, nous trouveraient bien reposés et bien nourris. L'austérité de leur existence exigerait de chaque rameur qu'il soit également pirate, tandis que nous transporterions des guerriers qui pourraient se servir de leurs arcs ou aborder un autre navire tout en laissant les bancs de nage au complet. Souvent, je voyais le second secouer la tête, et l'entendant ainsi parler, et, en privé, il confia à ses compagnons que c'était justement les rigueurs d'une expédition pirate qui faisait un équipage féroce et âpre au combat. Comment des fermiers amollis, trop bien nourris, pouvaient-ils espérer l'emporter contre des pirates rouges affûtés par l'océan? Un jour sur 10, j'avais quartier libre, et je remontais au château. Ces journées-là n'avaient rien de reposant. Je me présentais chez Subtil, à qui je narrais par le menu mes expériences à bord du Rurisque, en me réjouissant de la lueur d'intérêt qui brillait dans ses yeux en ces occasions. Il semblait aller mieux, mais ce n'était encore pas le robuste souverain de mon existence. Patience et Brodette, elles aussi, exigeaient une visite, et j'allais également présenter mes respects à Ketriken.
une heure ou deux pour œil de nuit, un tête-à-tête clandestin avec Molly, puis un prétexte pour regagner promptement ma chambre pour le restant de la nuit, afin d'être là si Imbre voulait m'interroger. Le matin suivant, à l'aube, un bref passage chez Vérité, où il renouvelait d'un contact notre lien d'art. Souvent, c'est avec soulagement que je retournais au quartier d'équipage prendre une bonne nuit de sommeil. Enfin, vers la fin de l'hiver, l'occasion se présenta de m'entretenir en privé avec Subtil. Je m'étais rendu chez lui lors d'une de mes journées libres pour lui faire part des progrès des équipages. Subtil jouissait d'une meilleure santé que d'habitude et se tenait assis bien droit dans son fauteuil au coin de la cheminée. Murfess n'était pas là. En revanche, une jeune femme ne quittait pas la pièce, certainement occupée à espionner pour le compte de Royal, sous couvert de faire le ménage. Le fou, comme toujours, jouait les mouches du coche et prenait un malin plaisir à la mettre mal à l'aise. Je vivais auprès de lui depuis mon enfance et j'acceptais sa peau blanche et ses yeux pâles comme allant de soie. Mais la jeune femme n'avait manifestement pas le même point de vue. Elle commença par observer le fou lorsqu'elle pensait qu'il regardait ailleurs, mais dès qu'il remarqua son manège, il se mit à lui rendre ses regards avec des œillades de plus en plus concupiscentes, jusqu'au moment où, ayant réussi à la mener à la plus extrême confusion, il profita de ce qu'elle passait près de nous, un seau à la main, pour faufiler sous sa jupe raton au bout de son sceptre. Elle bondit en arrière, avec un hurlement, en s'aspergeant d'eau sale, ainsi que le sol qu'il venait de nettoyer. Subtil m'origina le fou, qui se prosterna devant lui théâtralement et sans le moindre remords, et renvoya la jeune femme afin qu'elle aille se changer. Je sautai alors sur l'occasion. La servante avait à peine quitté la chambre que je pris la parole. Monseigneur, j'ai une requête que je souhaite vous présenter depuis quelque temps déjà. Le ton de ma voix dut éveiller l'intérêt du fou et du roi, car j'eus aussitôt leur attention sans partage. J'adressai un regard noir au fou afin de lui faire comprendre que je souhaitais le voir se retirer, mais, tout au contraire, il se rapprocha et alla même jusqu'à poser la tête contre le genou de Subtil, en minaudant d'exaspérantes façons. Je refusai de me laisser affecter et regardai le roi d'un air implorant. Tu peux parler, fils de chevalerie, dit-il solennel. Je pris ma respiration. Monseigneur, je veux vous demander la permission de me marier. Le fou écarquilla les yeux de surprise, mais mon roi sourit avec indulgence, comme devant un enfant qui mendie une friandise. Ah. Nous y sommes enfin. Mais tu désires sans doute la courtiser d'abord. Mon cœur tonnait dans ma poitrine. Mon roi avait un air beaucoup trop entendu. Mais content, très content. J'osais espérer. Que mon roi ne m'en veuille pas, mais je crois d'avoir déjà commencé. Cependant, il ne s'agissait pas de présomption de ma part. C'est arrivé comme ça. Il éclata d'un rire bon enfant. Oui, cela se passe ainsi parfois. Mais comme tu ne m'en disais rien, je me demandais quelles étaient tes intentions, et si la dame ne s'était pas bercée d'illusions. J'eus soudain la bouche sèche et la respiration difficile. Que savait-il? Il sourit devant mon effroi. Je n'ai aucune objection. Je dirais même plus. Ton choix me plaît. Le sourire qui me fendit alors le visage trouva un écho inattendu sur le trait du fou. Je pris une inspiration tremblante et attendis que Subtil poursuive. Mais son père a des réserves. Il m'a dit préférer remettre à plus tard, au moins tant que ses filles aînées n'étaient pas promises. Que... Comment bredouillai-je. J'étais complètement perdu. Subtil sourit avec bonté. Ta dame, semble-t-il, mérite bien son nom. Célérité a demandé à son père l'autorisation de te courtiser le jour même où tu as repris le chemin de Castelcer. Je crois que tu l'as conquise lorsque tu t'es adressé à Virilia sans mâcher tes mots. Mais Brondy a refusé, pour la raison que je t'ai exposée. À ce que j'ai su, la dame a tempêté tant et plus, mais Brondy est un homme qui ne varie pas. Il nous a cependant envoyé un message, de peur que nous ne nous offensions. Il tient à ce que nous sachions qu'il ne s'oppose pas au mariage, seulement au fait qu'il précède celui de ses autres filles,
et j'en suis convenu. Elle n'a, je crois que 14 ans. J'étais incapable de prononcer une parole. Ne prends pas cet air catastrophé, mon garçon. Vous êtes jeunes, l'un et l'autre, et vous avez tout le temps du monde. Le duc préfère ne pas autoriser une cour dans les règles pour l'instant, mais j'en suis sûr, il ne compte pas vous empêcher de vous voir. Le roi subtil me considérait d'un air si tolérant, avec tant de bonté dans le regard, que c'en était effrayant. Les yeux du fou ne cessaient de faire l'aller-retour entre nous deux. Je n'arrivais pas à déchiffrer son expression. Je tremblais comme cela ne m'était pas arrivé depuis des mois. Je devais couper court à cette histoire, avant qu'elle n'empire. Je retrouvais l'usage de ma langue et formais les mots d'une gorge desséchée. Mon roi, cette dame n'est pas celle à laquelle je pensais. Le silence s'abattit sur la chambre. Je croisai le regard de mon roi et je le vis changer. Si je n'avais pas été aux abois, j'aurais sans doute détourné les yeux pour ne pas affronter son déplaisir. Mais, au contraire, je le dévisageais d'un air suppliant, dans l'espoir qu'il comprendrait. Comme il ne disait rien, j'essayais de le convaincre. Mon roi, celle dont je parle est actuellement aux ordres d'une dame, mais elle n'est pas servante de son état. Elle est... Tais-toi. Je n'aurais pas eu davantage l'impression d'un coup de fouet s'il m'avait frappé. J'obéis. Subtil me toisa longuement, et, lorsqu'il parla, ce fut avec toute la force de sa majesté. Je crus même sentir la puissance de l'art dans sa voix. Ne doute pas un instant de ce que je te dis, fils chevalerie. Brondy est mon ami autant qu'il est mon duc. Je ne permettrai pas que tu lui manques d'égard, non plus qu'à sa fille. Pour le moment, tu ne courtiseras personne. Personne. Je te conseille de bien réfléchir à tout ce qui peut t'échoir du fait que Brondy te considère comme un bon parti pour célérité. Il ne fait aucun cas de ta naissance, à la différence de la plupart. Célérité recevra en propre de la terre et un titre, comme toi de moi, si tu as la sagesse d'attendre ton heure et de te conduire convenablement avec cette dame. Tu t'apercevras bientôt que c'est le choix le plus judicieux. Je t'avertirai quand tu pourras commencer à la courtiser. Je rassemblai ce qui me restait de courage. Mon roi, je vous en prie, Assez, chevalerie. Tu as entendu ce que j'avais à dire. Il n'y a rien à rajouter. Peu après, il me congédia, et je sortis, tremblant de tous mes membres. J'ignore, de la colère ou de la détresse, ce qui me faisait trembler. Je songeais qu'il m'avait appelé par le nom de mon père. Peut-être, me dis-je avec dépit, parce qu'au fond de lui, il savait que je suivrais les traces de mon père. Je me marierais par amour, même s'il me fallait attendre la mort du roi subtil pour que vérité tienne sa promesse. Pleurer m'aurait fait du bien, mais les larmes ne venaient pas. Alors je m'allongeai sur mon lit, le regard fixé sur les tentures. L'idée de rapporter à Molly ce qui venait de se passer m'était insupportable, mais ne rien lui dire, c'était encore la tromper. Je résolus donc de trouver un moyen de la mettre au courant, mais pas tout de suite. L'heure viendrait, je m'en fis la promesse, où je pourrais tout lui expliquer, où elle comprendrait. J'attendrai cette heure, jusque-là, je n'y penserai plus. Et désormais, je n'irai plus voir le roi qu'en réponse à ses convocations. Le printemps approchant, Vérité disposa ses navires et ses hommes avec autant de minutie que des pions sur un échiquier. Il y avait des soldats en permanence dans les tours de guet de la côte, et leur feu d'alarme n'attendait que la torche. Ces feux avaient pour but d'avertir les habitants de la région qu'on avait repéré un pirate rouge. Vérité prit les membres survivants du clan d'Ar que Galen avait créé pour les répartir entre les différentes tours et les 4 navires. Sereine, ma némésis, était le pivot du clan et demeura au château. Par-devers moi, je me demandais pourquoi Vérité la maintenait auprès de lui en tant que centre du clan, plutôt que de recevoir les appels d'art de chaque membre individuellement. À la suite de la mort de Galen et du retrait forcé d'Auguste, Sereine avait assumé la fonction de chef et semblait se considérer comme l'héritière du maître d'art. Par certains côtés, elle était presque devenue son double. Non seulement elle errait dans Castelcerre nimbée d'un silence austère et arborait toujours une mine revêche et désapprobatrice.
mais elle paraissait avoir acquis son caractère susceptible et emporté. Les serviteurs parlaient d'elle à présent avec la même appréhension et la même aversion qu'ils réservaient autrefois à Galen. J'appris qu'elle avait aussi investi les appartements personnels de son ancien maître. Je l'évitais soigneusement les jours où j'étais au château, et j'aurais été bien soulagé que Vérité la case ailleurs. Mais il ne m'appartenait pas de discuter les dissuasions de mon roi servant. Justin, grand jeune homme dégingandé, de 2 ans mon aîné, fut affecté à bord du Rurisque, en tant que membre du clan. Il me méprisait depuis l'époque où nous étudions l'art ensemble, et où j'y avais échoué de si spectaculaire façon. Il me rabaissait dès qu'il en avait l'occasion. De mon côté, je serrais les dents et faisais tout mon possible pour ne pas croiser son chemin. Mais l'espace réduit du navire ne me simplifiait pas la tâche. Ce n'était pas une situation confortable. Après en avoir longuement débattu, seul et avec moi, Vérité plaça Carode sur le Constance, Ronce à la tour de Finbay, et il envoya Guillot loin dans le nord, en Béarn, à la tour rouge, qui permet de surveiller une vaste étendue de mer comme de campagne. Ces jetons disposés sur ces cartes, la minceur de nos défenses prit une attristante réalité. Ça me rappelle le vieux conte du mendiant qui n'a qu'un chapeau pour couvrir sa nudité, dis-je à Vérité. Il eut un sourire sans humour. J'aimerais pouvoir déplacer mes navires aussi vite que lui son chapeau, répondit-il d'un ton sinistre. Il plaça 2 des bâtiments en service de patrouille et garda les 2 autres en réserve. L'un, le Rurisque, amarré à Castelcer, tandis que le Daguet mouillait à bas du sud. C'était une bien maigre flotte pour protéger les vastes côtes des Six-Duchés. Une seconde série de navires était en construction, mais ils étaient loin d'être achevés. Les meilleures pièces de bois sec avaient servi pour les 4 premiers, et les charpentiers avaient conseillé au prince d'attendre plutôt que d'employer du bois vert. Il les avait écoutés, mais il rongeait son frein. Le début du printemps nous trouva en train de nous exercer. Les membres du clan m'avaient dit, vérité en privé, étaient presque aussi efficaces que des pigeons voyageurs pour transmettre des messages simples. Sa situation vis-à-vis de moi était plus frustrante. Pour des raisons qui ne regardaient que lui, il avait préféré ne pas rendre public qu'il me formait à l'art. Je crois qu'il savourait de pouvoir, par mon biais, observer incognito la vie quotidienne à bord de Castelcer. Le capitaine du Rurisque, à ce que j'avais appris, avait reçu consigne de m'obéir si jamais je demandais un brusque changement de cap, ou si j'annonçais que nous devions nous rendre sans tarder à tel ou tel endroit. Je crains qu'il n'ait vu dans ces instructions que le résultat d'une coupable indulgence de vérité pour son neveu bâtard, mais il s'y plia. Puis, un matin, du début du printemps, nous embarquâmes à bord de notre navire pour un nouvel exercice. Un de plus. L'équipage, moi compris, se débrouillait bien désormais pour manier le bâtiment. Le but de la manœuvre était de rejoindre le Constance, en un lieu tenu secret. C'était un exercice d'art que nous avions jusque-là toujours pratiqué sans succès, et nous étions tous résignés à une journée d'efforts vains, sauf Justin, possédé par l'inébranlable volonté de réussir. Les bras croisés, tout de bleu marine vêtu, à mon avis il croyait que la robe bleue lui donnait l'air d'un meilleur artiseur. Il se tenait sur le quai, les yeux plongés dans le brouillard épais qui couvrait l'océan. Je dus passer près de lui pour porter un tonnelet à bord. Pour toi, bâtard, c'est un mur opaque, mais pour moi, tout est clair comme un miroir. Eh bien, je te plains, répondis-je d'un ton affable, sans relever son emploi du terme bâtard. Je ne faisais presque plus attention au cinglant que pouvait avoir ce mot dans certaines bouches. Personnellement, je préfère voir le brouillard que ta tête au petit matin. C'était mesquin, mais satisfaisant. Et j'eus de surcroît le plaisir de le voir s'empêtrer les jambes dans sa robe lorsqu'il embarqua. Pour ma part, je portais une tenue pratique, jambière confortable, maillot de coton moelleux et pourpoint de cuir. J'avais envisagé d'enfiler une côte de maille, mais Burich me l'avait déconseillé. Mieux vaut mourir proprement à la pointe d'une arme que tomber à l'eau et mourir noyé. Vérité avait eu un petit sourire. Évitons tout de même de lui donner trop confiance en lui, avait-il dit, mi-figue, mi-raisin, et même Burich avait souri, au bout d'un moment. J'avais donc laissé de côté toute idée de côte de maille ou d'armure. De toute façon, ce jour-là,
Il allait falloir ramer, et ma tenue était tout à fait appropriée à cette activité. Pas de couture aux épaules, qui risquait de gêner mes mouvements. Pas de manches dans lesquelles m'empêtrer. J'étais extraordinairement fier de la carrure que j'étais en train de prendre. Même Molly, étonnée, m'en avait félicité. Je pris place sur le banc de nage et roulai des épaules en souriant à ce souvenir. Je n'avais pas assez de temps à lui consacrer en ce moment, mais baste. Seul le temps lui-même y pouvait quelque chose. Avec l'été revenaient les pirates rouges, et les beaux et longs jours raccourcissaient les moments à passer en sa compagnie. J'attendais l'automne avec impatience. Le navire était au complet, et chacun, rameur comme guerrier, prit sa place. À un certain moment, les amarres larguées, le timonier à son poste, les avirons prirent un rythme régulier, et nous ne formâmes plus qu'une seule entité. J'avais déjà observé ce phénomène. Peut-être y étais-je plus sensible que les autres, les nerfs affinés par le partage de l'art à vive vérité. Ou bien était-ce que les hommes et les femmes du bord communiaient dans un but unique et que, pour la plupart, ce but était la revanche. Quoi qu'il en fût, nous en tirions une unité que je n'avais jamais perçue dans aucun autre groupe. Peut-être, me disais-je, était-ce l'ombre de ce que ressent le membre d'un clan, et j'éprouvais alors un pincement de regret, le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Tu es mon clan. Vérité, comme un murmure dans mon dos. Et quelque part, venu des collines au loin, un peu moins qu'un soupir, ne sommes-nous pas de la même meute? C'est vrai, leur répondis-je à tous deux. Puis, je m'assis et me concentrai sur la manœuvre. Les avirons montaient et descendaient à l'unisson, et le rurisque s'enfonça hardiment dans le brouillard. La voile pendait mollement. En quelques instants, le monde se réduisit à notre navire, au bruit de l'eau et à la respiration régulière des rameurs. Quelques guerriers bavardaient à voix basse, leurs propos et leurs pensées étouffés par la brume. À la proue, Justin se tenait aux côtés du capitaine, les yeux plongés dans la blancheur. Il avait le front plissé, le regard lointain, et je compris qu'il était en contact avec Carode à bord du Constance. Presque sans y penser, je tendis moi aussi mon esprit pour voir si je parvenais à percevoir ce qu'il artisait. Cesse m'ordonna Vérité, et je reculai comme s'il m'avait tapé sur la main. Je ne suis pas encore prêt à voir ton rôle révélé. Sous cet avertissement se cachaient de nombreux sous-entendus, que je n'avais pas le temps de débrouiller, mais qui me donnaient l'impression de m'être aventuré en terrain dangereux. Tout en me demandant ce que le prince craignait, je m'appliquai à suivre le rythme de nage et laissai mon regard se perdre dans la grisaille infinie. La matinée se passa ainsi, au milieu de la brume. À plusieurs reprises, Justin demanda au capitaine de modifier son cap. Sans grande conséquence apparente, sinon dans la cadence des avirons. Dans un banc de brouillard, tout se ressemble fort. Et l'effort physique, soutenu, ajouté à l'absence de points de repère, m'entraînèrent dans une rêverie sans objet particulier. Je sortis de ma transe au cri d'une jeune vigie, qui hurla d'une voix d'abord stridente, puis soudain plus grave, étouffée par le sang. Attention! On nous attaque! Je bondis de ma place, en jetant des regards éperdus autour de moi. Rien. Rien que le brouillard et mon aviron, qui glissait à la surface de l'eau. Tandis que mes compagnons de nage m'adressaient des regards furieux parce que j'avais rompu le rythme. Fitz! Qu'est-ce qui t'arrive? Brailla le capitaine. Justin se tenait à côté de lui, le front lisse, l'air vertueux. Je. J'ai une crampe dans le dos, je m'excuse. Et je me penchai à nouveau sur mon aviron. Kelpie, prends sa place. Fais quelques pas pour t'étirer les muscles, garçon. Puis reprends ton poste, m'ordonna le second, avec son accent à couper au couteau. À vos ordres. Je m'écartai pour laisser passer Kelpie. La pause était bienvenue et mes épaules craquèrent lorsque je les remuais. Mais j'étais gêné de me reposer alors que tout le monde travaillait. Je me frottais les yeux et secouais la tête en me demandant quel cauchemar m'avait fait si forte impression. Quelle vigie? Et où cela? À l'île de l'Andouillé. Ils sont arrivés cachés par le brouillard. Pas de ville, mais les tours de guet. Je pense qu'ils veulent tuer les guetteurs, puis démolir tout ou partie des tours. Excellente stratégie. L'île fait partie de nos premières lignes de défense. La tour avancée surveille la mer. Celle de l'intérieur transmet des signaux à la fois à Castelcer et à Finbay. La pensée de Vérité, presque calme,
avec cette fermeté qui saisit le soldat lorsqu'il a tiré les armes. Puis, au bout d'un moment, cette limace bornée ne pense qu'à contacter Carode et me barre le passage. Fitz, va voir le capitaine et indique-lui l'île de l'Andouillé. Si vous pénétrez dans le chenal, le courant vous entraînera rapidement jusqu'à l'anse où elle se trouve. Les pirates y sont déjà, mais ils devront remonter le courant pour ressortir. En y allant tout de suite, vous avez peut-être une chance de les coincer sur la plage. Allez! Plus facile de donner des ordres que de les exécuter, me dis-je en courant vers la proue. Capitaine, fis-je. Puis j'attendis une éternité que le commandant veuille bien se tourner vers moi. Cependant que le second me regardait d'un sale œil, parce que je lui passais par-dessus la tête. Oui, répondit enfin le capitaine. L'île de l'Andouillé. En nous mettant en route tout de suite, et grâce au courant du chenal, nous arriverons très vite à l'anse de la tour. C'est exact. Tu sais donc lire les courants, garçon? C'est un talent utile. Je pensais être le seul à bord à savoir où nous sommes. Non, capitaine. Je pris une profonde inspiration. C'étaient les ordres de vérité. Il faut y aller, capitaine, tout de suite. Le tout de suite lui fit froncer les sourcils. Quelles sont ces bêtises? Fit Justin d'un ton furieux. Essayerais-tu de me faire passer pour un imbécile? Tu as senti que nous nous rapprochions, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu que j'échoue? Pour te sentir moins seul? J'avais envie de le tuer. Mais je me redressai et dis la vérité. C'est un ordre secret du roi servant, capitaine. Un ordre que je devais vous transmettre maintenant. Je m'adressai au seul capitaine. Il me congédia d'un signe de la tête. Je regagnai mon banc et repris mon aviron des mains de Kelpie. Le capitaine contemplait la brume d'un air calme. Jarc! Dis à l'homme de barre de virer pour nous placer dans le courant et de s'enfoncer dans le chenal. Le second hocha raidement la tête et, un instant plus tard, nous eûmes changé de cap. Notre voile s'enfla légèrement et tout se passa comme Vérité l'avait prédit. Le courant combiné au mouvement de nos avirons nous entraîna rapidement dans le chenal. Le temps s'écoule étrangement dans le brouillard. Tous les sens s'y faussent. J'ignore combien de temps je ramais, mais bientôt Œil de Nuit m'avertit d'une trace de fumée dans l'air, et, presque aussitôt, nous perçûmes les cris d'hommes en plein combat, clairs mais fantomatiques dans la brume. Je vis Jarc, le second, échanger un regard avec le capitaine. Souquez ferme, garçon! Gronda-t-il soudain. Un pirate rouge attaque notre tour! Au bout d'un court moment, l'odeur de la fumée devint perceptible, tout comme les cris de guerre et les hurlements. Une vigueur brutale me vint, et je la reconnus chez mes voisins, à leurs mâchoires serrées et à leurs muscles qui se nouaient et dansaient pour manier les avirons. Même l'odeur de leur transpiration avait changé. Si auparavant nous ne formions qu'une seule entité, nous faisions désormais partie de la même bête enragée. Et je sentis le bond de la colère montante qui s'embrasait et courait de l'un à l'autre. C'était une création du vif, une houle du cœur au niveau animal qui tous nous inondait de haine. Nous propulsâmes le Rurisque en avant, jusque dans les hauts fonds de la baie. Puis nous sautâmes dans l'eau et le poussâmes sur la plage comme à l'exercice. Le brouillard faisait un allié perfide qui nous dissimulait aux yeux des assaillants que nous allions attaquer à notre tour, mais qui nous cachait aussi la topographie du terrain et ce qui se passait exactement. Chacun s'empara d'une arme, et nous nous précipitâmes en direction des bruits de combat. Justin demeura sur le Rurisque, raide comme un piquet, le regard tourné par-delà la brume vers Castelcer, comme si cela pouvait l'aider à mieux transmettre ses messages à Sereine. Le navire pirate était échoué sur le sable, à l'instar du Rurisque. Non loin de lui gisaient deux petites embarcations qui servaient de bac entre l'île et le continent. Toutes deux avaient le fond défoncé. Des hommes des Siduchés se trouvaient sur la plage au moment où les pirates rouges étaient arrivés, et certains y étaient restés. Carnage. Dans notre course, nous contournâmes des cadavres recroquevillés dont le sable buvait le sang. Tous des nôtres, apparemment. Soudain, la tour intérieure de l'île de l'Andouillé dressa sa masse grise devant nous, surmontée de la lumière d'un feu d'alarme, d'un jaune spectral dans la brume. L'édifice était assiégé. Les pirates étaient des hommes sombres et solides, secs et nerveux, plutôt que massifs. La plupart arboraient une barbe fournie et une chevelure noire et hirsute qui leur tombait sur les épaules. Vêtus d'armures en cuir tressé, ils maniaient des épées et des haches de grande taille.
Certains portaient un casque en métal. Sur leurs bras nus, des motifs écarlates s'entrelaçaient, mais je n'arrivais pas à voir s'il s'agissait de peinture ou de tatouage. Assurés et pleins d'arrogance, ils riaient et bavardaient entre eux, tels des ouvriers exécutant une tâche routinière. Les gardes de la tour étaient acculés. Le bâtiment avait été conçu dans le but de lancer des signaux, pas d'en faire une position défendable. Et ceux qui la tenaient n'en avaient plus pour longtemps. Les Outriliens ne jetèrent pas un regard en arrière alors que nous gravissions à toutes jambes la pente rocheuse, certains qu'ils étaient de n'avoir rien à craindre de ce côté. Une des portes de la tour pendait de guingois, retenue par un seul gond, et au-delà les hommes se serraient derrière un rempart de cadavres. Comme nous approchions, ils lancèrent une grêle de ténus de flèches en direction des pirates rouges. Aucune ne fit mouche. Je poussai un cri, à la fois hurlement de peur, effroyable, et exclamation de joie vengeresse, fondue en un seul son. Les émotions de mes compagnons trouvèrent une issue en moi et m'éperonnèrent. Les attaquants se retournèrent et nous virent alors que nous étions sur eux. Nous prîmes les pirates en tenaille. Notre équipage était plus nombreux qu'eux. Et, à notre vue, les défenseurs assiégés de la tour reprirent courage et se jetèrent en avant. Les corps épars autour de l'édifice attestaient de plusieurs tentatives précédentes. Le jeune guetteur gisait toujours là, où je l'avais vu tomber dans mon rêve. Du sang avait coulé de sa bouche et imbibé sa chemise brodée. C'était une dague lancée par derrière qui l'avait tué. Étrange détail à relever alors que nous nous ruions pour prendre part à la mêlée. Il n'y avait nulle stratégie, nulle formation, nul plan de bataille, seulement un groupe d'hommes et de femmes à qui s'offrait soudain l'occasion de se venger. C'était plus qu'il n'en fallait. Il m'avait semblé ne faire qu'un avec les marins du Rurisque. Mais à présent, je m'engloutissais en eux, martelé par des émotions qui me poussaient en avant. J'ignorerais toujours lesquelles étaient les miennes et quelle en était la mesure. Débordé, submergé, fils de chevalerie se perdit en elle. Je devins les émotions de l'équipage, la hache dressée, un rugissement à la bouche. Je pris la tête. Je n'avais pas cherché cette position, mais l'extrême désir de ces hommes et de ces femmes d'avoir quelqu'un à suivre me poussa en avant, et j'eus soudain envie de tuer autant de pirates que possible, aussi vite que possible, d'entendre mes muscles craquer à chaque coup porté, de me jeter dans une marée d'âmes dépossédées, de piétiner les corps de pirates tombés. Et c'est ce que je fis. Je connaissais les légendes des berserks. Je ne voyais en ces guerriers pris de folie que des brutes bestiales, animées par la soif du sang, insensibles au massacre qu'elles perpétraient. Mais peut-être, à l'inverse, ces hommes étaient-ils victimes d'une sensibilité brusquement excessive, incapables de protéger leur esprit contre les émotions qui déferlaient en eux et les contrôlaient, incapables d'écouter les messages de douleur que leur envoyait leur propre corps. Je n'en sais rien. J'ai entendu des histoires, et même une chanson sur ce que j'ai fait ce jour-là. Je ne me rappelle pas avoir poussé de rugissement, l'écume à la bouche, pendant que je me battais, mais je ne me rappelle pas non plus le contraire. Quelque part en moi se trouvait vérité et œil de nuit, mais eux aussi étaient submergés par les passions de ceux qui m'entouraient. Je sais que c'est moi qui abattis le premier pirate à tomber devant notre charge furieuse. Je sais aussi que c'est moi qui achevai le dernier homme encore debout dans un combat à la hache. La chanson prétend que c'était le capitaine du navire pirate. C'est possible. Son surcot de cuir était bien coupé et maculé de sang d'autres que lui. Je n'ai aucun souvenir de lui, sinon que ma hache lui enfonça son casque dans le crâne et que le sang jaillit sous le métal lorsqu'il s'effondra sur les genoux. Ainsi prit fin la bataille, et les défenseurs sortirent en courant pour nous embrasser et se donner de grandes claques dans le dos en criant victoire. Le retour à la normale fut trop brutal pour moi. Je m'appuyais sur ma hache et me demandais où était passée ma force. La fureur m'avait fui aussi soudainement que les effets de la graine de carice chez celui qui s'y adonne. Je me sentais épuisé, désorienté, comme si je m'étais éveillé d'un rêve que pour sombrer dans un autre. J'aurais pu me laisser tomber par terre et m'endormir au milieu des cadavres, tant j'étais exténué. Ce fut Nonge, un des outriliens de l'équipage, qui m'apporta de l'eau, puis m'aida à m'éloigner des corps afin que je puisse m'asseoir pour boire. Enfin, il repartit au travers du carnage pour participer au détroussage des pirates. Quand il revint un moment plus tard, il me tendit un médaillon couvert de sang. C'était un croissant de lune en or
martelé au bout d'une chaîne d'argent. Comme je ne réagissais pas, il l'enroula autour de la lame sanglante de ma hache. C'était à Arek, me dit-il lentement, en cherchant ses mots. Vous l'avez combattu bien. Il est mort bien. Il aurait voulu que vous l'ayez. C'était un homme bon avant que les Coriques se prennent son cœur. Je ne lui demandais pas lequel des morts était Arek. Je ne voulais pas qu'ils aient de nom, ni les uns ni les autres. Au bout de quelque temps, je retrouvai un peu de vigueur. J'aidai à dégager les cadavres qui encombraient l'entrée de la tour, puis ceux du champ de bataille. Les pirates furent brûlés, les hommes des six duchés alignés et recouverts de toile en attendant que leur famille les récupère. Je garde de curieux souvenirs de ce long après-midi. La trace sinueuse des talons d'un homme qu'on traîne dans le sable. Le jeune guetteur à la dague dans le dos qui n'était pas mort lorsque nous voulûmes le porter avec les autres. Ce ne fut d'ailleurs qu'un court répit. Il ne tarda pas à augmenter une rangée de cadavres déjà trop longue. Nous laissâmes nos guerriers en compagnie des survivants de la garnison de la tour, afin de compléter l'éveil de guet en attendant qu'une relève arrive. Le navire capturé nous emplit d'admiration. Vérité allait être content, me dis-je. Un bateau de plus et d'une facture excellente. Je le savais, mais sans en ressentir la moindre émotion. Nous regagnâmes le Rurisque, où un Justin pâle nous attendait. Dans un silence apathique, nous remîmes le navire à la mer, reprîmes nos places sur les bancs de nage et nous dirigeâmes vers Castelserre. Avant d'être à mi-distance, nous croisâmes d'autres bateaux, une flottille de bâtiments de pêche, organisée à la hâte et chargée de soldats qui nous hélèrent. C'était le roi Servant qui les envoyait, à la demande expresse de Justin. Ils parurent presque déçus d'apprendre que les combats étaient terminés, mais notre capitaine les assura qu'ils seraient les bienvenus à la tour. C'est à ce moment-là, je pense, que je m'aperçus que je ne percevais plus la présence de Vérité, et depuis quelque temps déjà. Je tendis aussitôt mon esprit vers Œil de Nuit, comme on tâte ses poches à la recherche de sa bourse. Il était là, mais loin, épuisé et terrifié. Jamais je n'ai senti autant de sang, me dit-il. J'acquiesçai. La puanteur m'en collait encore aux vêtements. Vérité n'était pas resté inactif. À peine avions-nous débarqué qu'un équipage prenait notre place pour ramener le Rurisque à la tour de l'île de l'Andouillé, accompagné de soldats de guet et d'une équipe supplémentaire de rameurs qui firent enfoncer le navire dans l'eau. Notre prise de l'après-midi serait amarrée à son nouveau port d'attache avant cette nuit. Un bateau non ponté suivait afin de ramener nos tués. Le capitaine, le second et Justin partirent aussitôt sur des chevaux spécialement fournis pour faire leur rapport à Vérité. Pour ma part, je ne ressentis que du soulagement de n'avoir pas été convoqué aussi. Et je suivais mes camarades d'équipage. Plus vite que je ne l'aurais cru possible, la nouvelle du combat et de la capture du vaisseau pirate fit le tour de Bourg-de-Castelserre. Il n'y eut bientôt plus une taverne où l'on ne se battit pour nous servir de la bière et entendre nos exploits. C'était presque comme une deuxième folie de bataille, car où que nous allions, une féroce satisfaction enflammait les gens à l'écoute de ce que nous avions fait. Bien avant que la bière ne fasse effet, la tête me tourna sous le déferlement des émotions de l'auditoire. Ce qui ne m'empêcha tout de même pas de boire. Je pris peu de part au récit de nos actes, mais je compensai amplement en buvant. Je vomis à 2 reprises, une fois au fond d'une venelle, une autre au milieu de la rue. Je bus encore pour effacer le goût de mes régurgitations. Quelque part, au fond de mon esprit, Œil de Nuit était affolé. Du poison! Cette eau est empoisonnée! Je n'arrivais pas à former une seule pensée pour le rassurer. À un certain moment avant l'aube, Urich m'extirpa d'une taverne. Il était parfaitement à jeun, lui. Il avait le regard inquiet. Dans la rue qui passait devant l'établissement, il s'arrêta sous une torche mourante plantée dans un porte-flambeau. Tu as encore du sang sur la figure, me dit-il en me redressant. Il prit son mouchoir, le trempa dans une barrique d'eau de pluie et m'essuya le visage, comme lorsque j'étais enfant. Je vacillais à son contact. Je le regardais dans les yeux en m'efforçant d'accommoder. J'ai déjà tué, fis-je effondré. Pourquoi est-ce si différent? Pourquoi est-ce que ça me rend si malade après? Parce que c'est comme ça, répondit-il d'une voix douce. Il me passa un bras autour des épaules
et je m'aperçus avec surprise que nous étions de la même taille. Le retour à Castelcerre fut très raide, très long et très silencieux. Ulrich m'envoya au bain et m'ordonna d'aller ensuite me coucher. J'aurais dû m'en tenir à mon lit, mais je n'eus pas ce bon sens. Par chance, le château bourdonnait d'activité, et un ivrogne en train de grimper tant bien que mal un escalier n'avait rien de remarquable. Bêtement, je me rendis chez Molly, et elle me fit entrer, mais quand je voulus la toucher, elle recula. « Tu es ivre, me dit-elle, au bord des larmes. Je t'ai prévenu, j'ai fait un serment de ne jamais embrasser un ivrogne, et de ne jamais en laisser un m'embrasser. Mais je ne suis pas ivre de cette façon-là, protestai-je. Il n'y a qu'une façon d'être ivre, répliqua-t-elle. Elle me flanqua dehors, sans que j'aie pu la toucher. Vers midi, le lendemain, je compris combien j'avais dû la blesser, en ne venant pas tout droit chez elle chercher du réconfort. Je concevais certes ce ressentiment, mais je savais aussi qu'on n'inflige pas à celle qu'on aime un fardeau comme celui que je portais la veille. J'aurais voulu le lui expliquer, mais à cet instant, un jeune garçon se précipita vers moi pour m'avertir qu'on avait besoin de moi sur le Rue-Risque, et tout de suite. Je lui donnai un sou pour sa peine et le regardai s'en aller à toutes jambes, sa pièce à la main. J'avais été ce petit garçon qui avait gagné un sou. Je songeais à Kerry, tentais de l'imaginer à la place de l'enfant, en train de courir à mes côtés. Mais pour moi, et pour toujours désormais, Kerry était un forgisé mort, étendu sur une table. Et je me dis qu'au moins, la veille, personne n'avait été capturé pour être soumis à la forgisation. Je pris la direction des quais et m'arrêtai en route aux écuries. Je remis le croissant de lune à Burriche. Garde ça pour moi, lui demandai-je. Il y aura d'autres choses encore. Ma part du butin. Je voudrais te confier tout ce que je gagne dans ce travail. C'est pour Molly. Si jamais je ne reviens pas, veille à ce que ça lui revienne. Ça ne lui plaît pas de jouer les servantes. Il y avait longtemps que je n'avais pas parlé d'elle aussi franchement à Burriche. Son front se plissa, mais il prit le croissant encrouté de sang. « Qu'est-ce que me dirait ton père ?» se demanda-t-il tout haut, alors que je me détournais avec lassitude. « Je n'en sais rien, » répondis-je sans embâge. « Je ne l'ai jamais connu. Je n'ai connu que toi. » Fitz chevalerie. Je me retournai. Il planta ses yeux dans les miens. Je ne sais pas ce qu'il me dirait, mais voilà ce que moi, je peux te dire à sa place. Je suis fier de toi. Ce n'est pas le travail qui fait qu'on est fier ou pas, c'est la façon de le faire. Sois fier de toi. J'essayerai, fis-je à mi-voix, et je repris le chemin de mon bateau. L'affrontement suivant avec les pirates rouges déboucha sur une victoire moins décisive que la première. Nous les rencontrâmes en pleine mer, et l'effet de surprise ne joua pas, car ils nous avaient vus arriver. Notre capitaine ne modifia pas le cap, et je pense qu'ils eurent un moment de stupéfaction quand nous engageâmes le combat en les éperonnant. Nous fracassâmes nombre de leurs avirons, mais notre proue manqua la rame de gouvernail que nous visions. Le navire lui-même ne subit que peu de dégâts, car les bâtiments des pirates rouges étaient flexibles comme des poissons. Nos grappins volèrent. Nous étions plus nombreux que nos adversaires, et le capitaine comptait sur cet avantage. Nos guerriers les abordèrent, et la moitié de nos rameurs perdit la tête et les suivirent. Le combat prit des allures de chaos qui s'étendit rapidement jusqu'à nos propres ponts. Je dus rassembler toute ma volonté pour résister au tourbillon d'émotions qui nous engloutissait, et je demeurai à mon banc de nage comme on me l'avait ordonné. Nonge, à son aviron, me jetait des regards curieux. Je m'agrippais à ma rame et serrais les dents jusqu'à ce que je me fusse retrouvé, et je jurais tout bas en m'apercevant que j'avais à nouveau perdu vérité. Nos guerriers, je pense, durent se relâcher un peu en voyant que nous avions réduit l'équipage ennemi là où il ne pouvait plus manier son navire. Et ce fut une erreur. Un des pirates mit le feu à leur propre voile, tandis qu'un autre tentait de défoncer leur vaigrage à la hache. Ils espéraient, je suppose, que les flammes s'étendraient et qu'ils parviendraient ainsi à nous entraîner dans leur chute. En tout cas, à la fin, ils se battaient sans souci des dégâts infligés à leur bateau ni à leur personne. Nos guerriers finirent par les achever, et nous pûmes éteindre l'incendie. Mais la prise de guerre que nous ramenâmes en remorque à Castelcerre était fumante et avariée, et, homme pour homme, nous avions perdu davantage de vie qu'eux. Néanmoins, nous nous répétâmes que c'était une victoire.
Cette fois, quand les autres s'en allèrent, j'eus le bon sens d'aller directement chez Molly. Et tôt, le lendemain matin, je trouvai 1 heure ou 2 à passer avec Œil de Nuit. Nous partîmes en chasse ensemble, une bonne chasse propre. Il essaya de me persuader de m'enfuir avec lui. J'eus le tort de lui répondre, avec les meilleures intentions du monde, qu'il pouvait s'en aller s'il le désirait, et je le vexai. Il me fallut encore 1 heure pour lui faire comprendre ce que je voulais réellement dire. Après quoi, je retournai au navire en me demandant si les efforts que je faisais pour garder intacts nos liens, en valaient bien la peine. Œil de Nuit m'assura que oui. Ce fut la dernière victoire incontestable du Rurisque. On était loin de l'ultime bataille de l'été. Le beau temps clair s'étendait sur une période épouvantablement longue devant nous, et chaque journée de soleil était une journée où je risquais de tuer quelqu'un. Je m'efforçais de ne pas y voir aussi des journées où je risquais de me faire tuer. Nous essuyâmes de nombreuses escarmouches, prîmes de nombreuses fois des navires en chasse, et, de fait, il semblait bien que les attaques fussent plus espacées dans la région où nous patrouillions. Mais certaines réussissaient. Nous arrivions devant une ville 1 heure après, à peine après que les pirates l'avaient quittée, et nous ne pouvions rien faire d'autre que rassembler les cadavres ou éteindre les incendies. Alors Vérité rugissait et sacrait dans mon esprit parce qu'il était incapable de transmettre les messages plus rapidement, parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux ni de guetteurs pour être partout à la fois. Je préférais encore affronter la fureur d'un combat que de sentir la terrible exaspération de Vérité se déchaîner dans mon cerveau. Et nous ne voyions pas le bout de nos efforts, sinon par la grâce du répit que pourrait nous apporter le mauvais temps. Nous n'étions même pas capables de calculer le chiffre exact des pirates qui nous tourmentaient, car ils étaient tous peints à l'identique, et se ressemblaient comme des gouttes d'eau ou de sang sur le sable. Alors que j'étais rameur à bord du Rurisque cet été-là, nous eûmes un engagement avec un pirate rouge qui vaut d'être raconté à cause de son caractère étrange. Par une limpide nuit d'été, nous dûmes brutalement quitter nos couchettes du quartier de l'équipage, à terre, et nous précipiter sur notre navire. Vérité avait perçu un pirate rouge en train de rôder au large du Cap Serre. Il voulait que nous le rattrapions à la faveur de l'obscurité. Justin se tenait à la proue en contact d'arc avec Sereine, installée, elle, dans la tour de Vérité. Vague marmonnement dans mon esprit, le roi servant traçait notre route dans le noir en direction du pirate, à la façon d'un homme qui avance à tâtons. Je sentais son malaise. Toute parole était interdite, et nous étouffâmes le bruit de nos avirons à l'approche de la zone désignée. Œil de Nuit me souffla qu'il captait l'odeur des ennemis, et soudain, nous le repérâmes. Long, bas et obscur, le pirate rouge fendait l'eau devant nous. Un cri soudain monta de leur pont. Eux aussi nous avaient vus. Notre capitaine nous ordonna de souquer ferme, mais, comme nous obéissions, une vague de peur déferla sur moi et me retourna l'estomac. Mon cœur se mit à battre la chamade, mes mains à trembler. La terreur qui me submergeait était celle, indicible et implacable, de l'enfant qui s'imagine des créatures rôdant dans le noir. Je m'agrippai à mon aviron, mais ne trouvai plus la force de le manœuvrer. « Coriska !» murmura non loin de moi un homme avec un fort accent outrilien. Je crois que c'était Nonge. Je m'aperçus alors que je n'étais pas le seul réduit à l'impuissance. Nos avirons ne suivaient plus de cadence régulière. Certains hommes étaient assis sur leur coffre, la tête appuyée sur leurs rames, tandis que d'autres souquaient frénétiquement, mais sans rythme. Et la pelle de leurs avirons glissait et claquait sur l'eau. Nous dérapions sur la mer comme une araignée d'eau blessée, tandis que le pirate rouge se dirigeait vers nous sans dévier d'une ligne. Je levai les yeux et regardai la mort qui venait me prendre. Le sang me martelait si fort les tympans que je n'entendais pas les cris de terreur des hommes et des femmes autour de moi. Je n'arrivais même plus à respirer. Mon regard monta vers le ciel. Au-delà du pirate rouge, presque lumineux, sur la mer obscure, se trouvait un bateau blanc. Ce n'était pas un bâtiment d'attaque. 3 fois plus grand que le pirate au moins, des rides dans ses 2 voiles, il était à l'ancre sur les eaux calmes. Des fantômes arpentaient ses ponts où des forts gisaient. Je ne décelais pas trace de vie en eux, et pourtant, ils agissaient de façon ordonnée. Ils étaient en train de s'apprêter à mettre à l'eau une petite embarcation. Un homme se tenait sur le gaillard derrière, et de l'instant où je l'aperçus, je ne pus plus le quitter des yeux.
Il était vêtu d'un manteau gris, mais je le vis découpé sur le ciel noir aussi nettement que s'il était éclairé par une lanterne. Je suis prêt à jurer avoir vu ses yeux, la saillie de son nez, la barbe sombre et bouclée qui encadrait sa bouche. Il se moquait de moi. En voilà un qui vient se jeter dans nos bras, cria-t-il à quelqu'un. Puis il leva la main, me désigna et repartit d'un nouvel éclat de rire, et je sentis mon cœur se serrer. Il me regardait avec une intensité effrayante, comme si moi seul étais sa proie. Je le regardais moi aussi, et je le voyais, mais je ne le percevais pas. Là, là, hurlai-je, à moins que cet art que je n'arrivais pas à maîtriser ait répercuté mon cri seulement à l'intérieur de mon crâne. Je n'obtins aucune réponse. Plus de vérité, plus d'œil de nuit, plus personne, plus rien. J'étais seul. Le monde entier s'était tu et immobilisé. Plus de mouettes, plus de poissons dans l'océan, plus de vie nulle part à portée de mes sens internes. La silhouette au manteau gris était penchée sur le bastagage, son doigt accusateur pointé sur moi. L'homme riait. J'étais seul. C'était une solitude trop immense pour être supportable. Elle m'enveloppait, s'enroulait autour de moi, m'emmaillotait et commençait à m'étouffer. Je la repoussai. Par un réflexe que je ne me connaissais pas, je me servis du vif pour l'écarter de moi avec toute la violence dont j'étais capable. Physiquement, ce fut moi qui fus projeté en arrière. J'atterris sur le bouchin, en travers du bandonnage, entre les pieds des rameurs. Mais je vis la silhouette de l'autre bateau trébucher, se voûter, puis tomber par-dessus bord. Elle ne souleva pas une grande gerbe d'éclaboussures, et il n'y en eut qu'une. Si l'homme remonta à la surface, je ne le vis pas. Je n'eus d'ailleurs pas le temps de m'en préoccuper. Le navire pirate nous heurta par le milieu et fracassa nos avirons qui projetèrent leurs rameurs en l'air. Nos adversaires hurlèrent, leur assurance avec de grands éclats de rire moqueurs, et sautèrent de leur bateau sur le nôtre. Je me redressai tant bien que mal, et bondis sur mon banc pour saisir ma hache. Autour de moi, mes voisins s'emparaient eux aussi de leurs armes. Nous n'étions pas prêts au combat, mais au moins, nous n'étions plus paralysés par la terreur. L'acier se dressa contre nos abordeurs et la bataille s'engagea. Il n'est pire ténèbres qu'en pleine mer la nuit. Amis et ennemis étaient indiscernables dans le noir. Un homme se jeta sur moi. Je l'attrapai par le cuir de son harnais étranger, le fis tomber et l'étranglai. Après la léthargie qui m'avait brièvement terrassé, je ressentis un féroce soulagement à percevoir le martèlement de sa terreur. Je pense que je le tuai rapidement. Lorsque je me redressai, l'autre navire s'écartait du nôtre. Il ne lui restait plus que la moitié environ de ses rameurs, et certains de ses hommes se battaient encore sur nos ponts. Mais il les abandonnait. Notre capitaine nous hurlait de les achever pour nous lancer à la poursuite du pirate rouge. Mais c'était inutile. Le temps que nous les ayons tous tués et balancés par-dessus bord, le navire ennemi avait disparu dans l'obscurité. Justin était allongé, à demi étranglé, mal en point, vivant certes, mais incapable pour le moment d'artiser la vérité. De toute façon, une rangée de nos avirons n'était plus que de bois brisé. Le capitaine nous injuria vigoureusement, tandis que de nouveaux avirons étaient distribués et mis en place. Mais il était trop tard. Il eut beau nous crier de faire silence. Nous n'entendîmes ni ne vîmes plus rien. Je montai sur mon coffre et effectuai un tour complet sur moi-même. Rien que l'océan noir, pas le moindre signe du navire à rame. Mais plus étrange encore furent les mots que je prononçai alors. Le bateau blanc était à l'ancre. Il a disparu aussi. Tout autour de moi, on se tourna pour me dévisager. Un bateau blanc? Tu es sûr que ça va, Fitz? C'est un pirate rouge, petit. Un pirate rouge qu'on a combattu. Ne parle pas de bateau blanc. Voir un bateau blanc, c'est voir sa mort, c'est malchance. Cette réflexion m'avait été chuchotée par Nonge. Je m'apprêtais à répliquer que c'était un vrai navire que j'avais aperçu, pas une vision prémonitoire de désastre. Mais il secoua la tête, puis se détourna pour contempler les eaux désertes. Je refermai la bouche et me rassis lentement. Personne ne l'avait vu. Personne ne parlait non plus de la terrible peur qui nous avait saisis et avait transformé nos plans de bataille en déroute. Quand nous ralliâmes notre port cette nuit-là, l'histoire telle qu'elle fut racontée dans les tavernes voulait que nous ayons attaqué le navire pirate, engagé le combat, et qu'il se soit enfui. Il ne restait comme preuve de l'affrontement que quelques avirons brisés, quelques blessures et un peu de sang outrilien sur nos ponts. Quand j'en parlais en privé à Vérité,
et Œil de Nuit, ni l'un ni l'autre n'avaient rien vu. Vérité me dit que je lui avais fermé mon esprit dès que nous avions aperçu l'autre vaisseau. Et Œil de Nuit déclara d'un air pincé que je m'étais complètement coupé de lui aussi. Quant à Nonge, il ne voulait rien me révéler sur le bateau plan. De toute manière, il n'était guère bavard sur aucun sujet. Plus tard, je découvris mention du bateau blanc dans un manuscrit qui traitait de vieilles légendes. Là, il s'agissait d'un navire maudit sur lequel l'âme des marins noyés, indignes de la mer, travaillait pour l'éternité, sous la férule d'un capitaine impitoyable. Je dus me résoudre à ne plus aborder le sujet sous peine de passer pour un fou. Tout le reste de l'été, les pirates rouges échappèrent au risque. Nous les apercevions, les prenions en chasse, mais n'arrivions jamais à les rattraper. Une fois, nous eûmes même la chance d'en poursuivre un qui venait de mener une attaque. L'équipage jeta les prisonniers par-dessus bord pour alléger le navire, qui réussit à s'enfuir. Sur 12 personnes qu'il avait lancées à l'eau, nous en sauvâmes 9 que nous ramenâmes à leur village. Les habitants pleurèrent les 3 qui s'étaient noyés, mais tous convinrent que c'était un sort plus miséricordieux que la forgisation. Nos autres navires connurent des fortunes semblables. Le Constance tomba sur des pirates alors qu'ils donnaient l'assaut à un village. Sans parvenir à s'assurer une prompte victoire, nos hommes eurent néanmoins la prévoyance d'endommager le bateau échoué sur la plage afin d'empêcher les pirates de s'échapper. Il fallut des jours pour les attraper tous, car ils s'étaient égayés dans les bois alentours en constatant ce qu'il était advenu à leur navire. Nous connûmes tous des expériences similaires. Nous pourchassions les pirates, nous les mettions en déroute. Certains même parvinrent à couler des bâtiments ennemis, mais nous ne capturâmes pas d'autres bateaux cet été-là. Les forgisations diminuèrent donc, et chaque fois que nous envoyions un navire par le fond, nous nous disions que cela en faisait un de moins. Pourtant, cela semblait ne rien changer au nombre de ceux qui restaient. Dans un certain sens, nous donnions de l'espoir aux habitants des 6 duchés. Dans un autre, nous nourrissions leur désespoir, car malgré tous nos efforts, nous étions incapables de repousser la menace des pirates loin de nos côtes. Pour moi, ce long été fut une période de terrible isolement et d'extraordinaire promiscuité. Vérité était souvent avec moi, mais je ne parvenais pas à maintenir notre contact dès que la moindre bataille commençait. Vérité lui-même percevait clairement le maelstrom d'émotions qui menaçait de me submerger chaque fois que l'équipage s'apprêtait au combat. Il émit la théorie qu'en cherchant à me protéger des pensées et des sentiments de mes voisins, je dressais mes murailles si fermement que nul ne pouvait plus les abattre. Il envisagea aussi que cela signifiait l'existence d'un art puissant en moi, plus puissant même que le sien. Mais, accompagné d'une telle sensibilité qu'en abaissant mes barrières, durant un combat, je me noyais dans la conscience de ceux qui m'entouraient. C'était une théorie intéressante, mais qui n'offrait aucune solution pratique au problème. Néanmoins, à force d'avoir vérité dans mon esprit, j'acquis une perception de lui que je n'avais de nul autre, sauf peut-être Buriche. Avec une intimité effrayante, je savais combien la fin de l'art le rongeait. Quand j'étais enfant, Thierry et moi avions un jour escaladé une haute falaise qui surplombait l'océan. Quand nous fûmes arrivés au sommet et qu'il eut regardé la grève au-dessus de nous, il m'avoua une envie presque irrésistible de se jeter en bas. Je crois que cette impulsion était proche de ce que ressentait Vérité. Le plaisir de l'art l'attirait, et il n'aspirait qu'à se jeter tout entier dans sa toile jusqu'à la dernière parcelle de son être. Son contact étroit avec moi ne faisait qu'alimenter ce désir. Pourtant, nous étions trop utiles au Six-Duché pour qu'il renonce, même si l'art le dévorait de l'intérieur. Par nécessité, je partageais avec lui bien des heures devant la fenêtre de sa tour solitaire, sur son fauteuil dur, dans la lassitude qui annihilait son appétit et même dans les profondes douleurs physiques de l'inactivité. Je le voyais se consumer. Je ne crois pas bon de connaître quelqu'un aussi intimement. Œil de Nuit était jaloux et n'en faisait pas mystère. Au moins, avec lui, c'était une colère franche, parce que je le négligeais à son point de vue. Avec Molly, c'était une autre paire de manches. Elle ne concevait aucune raison valable pour que je m'absente si souvent. Pourquoi, de tous les habitants de Castelcerre, fallait-il justement que je fasse partie des équipages? Le motif que je lui fournis, selon lequel c'était le souhait de Vérité, ne la satisfit pas du tout. Nos brefs moments ensemble commencèrent à suivre un schéma prévisible. Nous nous retrouvions au milieu d'une tempête de passion, connaissions
Rapidement l'apaisement l'un dans l'autre, puis commencions à nous chamailler. Elle se plaignait de la solitude. Elle détestait son rôle de servante. Le peu d'argent qu'elle arrivait à mettre de côté augmentait avec une lenteur désespérante. Je lui manquais. Et pourquoi devais-je m'en aller si fréquemment alors que moi seul parvenais à lui rendre la vie supportable? Avec circonspection, je lui proposai un jour le peu d'argent que j'avais gagné à bord du navire. Mais elle se raidit, comme si je l'avais traité de putain. Elle refusa d'accepter quoi que ce soit de ma part tant que nous ne serions pas unis par le mariage. Je n'avais toujours pas trouvé l'occasion de lui révéler les projets de Subtil à propos de Célérité et moi. Nous étions si souvent loin de l'autre que chacun perdait le fil de l'existence quotidienne de l'autre. Et quand nous nous rencontrions enfin, c'était pour remâcher l'écorce amère des mêmes vieilles disputes. Une nuit, je la trouvais les cheveux tirés en arrière et tout noués de rubans rouges, et de gracieuses boucles d'oreilles en argent façonnées en feuilles de saule pendaient le long de son cou nu. Vêtue comme elle l'était de sa seule chemise de nuit, elle offrait un spectacle qui me coupa le souffle. Plus tard, à un moment plus calme, où nous pûmes reprendre haleine et bavarder, je lui fis compliment de ses boucles d'oreilles. Ingénument, elle me raconta que lorsque le prince royal était venu la dernière fois lui acheter des bougies, il lui en avait fait don, car, disait-il, il était si satisfait de ses créations qu'il avait l'impression de n'avoir pas payé à leur juste valeur, des chandelles au parfum si raffiné. Elle souriait fièrement en me narrant la scène, et ses doigts jouaient avec ma queue de cheval de guerrier, tandis que ses cheveux et ses rubans s'en mêlaient sur les oreillers. J'ignore ce qu'elle vit sur mon visage, mais elle écarquilla les yeux et s'écarta de moi. Tu acceptes des cadeaux de royal? Lui demandai-je d'un ton glacial. Tu refuses l'argent que j'ai honnêtement gagné, mais tu te laisses offrir des bijoux par ce. Je vacillais au bord de la trahison, mais je ne trouvais pas de mots pour décrire ce que je pensais de lui. Les yeux de Molly s'étrécirent, et ce fut mon tour de me reculer. Qu'aurais dû-je lui dire? Non, messire, je ne peux accepter votre générosité tant que vous ne m'ayez pas épousé. Entre Royal et moi, il n'y a rien de ce qu'il y a entre nous deux. C'est un client qui me donna un pourboire, comme en reçoivent souvent les bons artisans. Pourquoi crois-tu qu'il m'a donné ces bijoux? En échange de mes faveurs? Nous restâmes un moment à nous regarder en chien de faïence. Puis, je réussis à prononcer ce qu'elle voulut bien prendre pour une excuse. Mais alors, je commis l'erreur d'émettre l'hypothèse qu'il lui avait peut-être fait ce cadeau uniquement parce qu'il savait que cela me contrarierait. Du tac au tac, Molly me demanda comment Royal pourrait être au courant de ce qu'il y avait entre nous deux, et si j'estimais si peu son travail que je considérais comme indu le cadeau qu'il lui avait fait. Qu'il suffise de dire que nous réparâmes les pots cassés du mieux possible dans le bref laps de temps qui nous restait, mais un pot réparé n'est jamais aussi solide qu'un pot intact. Et je regagnai le bateau en me sentant aussi seul que si je n'avais pas passé le moindre instant en sa compagnie. Durant les périodes où je maniais l'aviron, en maintenant une cadence imparfaite et en m'efforçant de ne penser à rien, je me prenais souvent à regretter Patience et Brodette, Imbre, Kétriken et même Buriche. Lors des rares occasions où je parvins à rendre visite à la reine servante cet été-là, je la trouvais invariablement dans son jardin, du sommet de la tour. C'était un lieu magnifique, mais malgré ses efforts, on était loin de ce qu'avaient pu être les autres jardins de Castelcer. Elle était trop montagnarde pour se convertir totalement à notre caractère. Elle disposait et formait les plantes avec une totale absence d'affectation. Des pierres toutes simples avaient été ajoutées, et des branches nues tordues et poncées par la mer étaient posées contre elle, dressées dans leur aride beauté. J'aurais pu méditer calmement dans ce jardin, mais on n'avait pas envie d'y paresser au vent tiède de l'été, alors que c'était sans doute ainsi que Vérité se le rappelait. Elle y occupait ses journées, et elle y prenait plaisir, mais cela ne créait pas de lien entre elle et Vérité comme elle l'avait espéré. Elle était aussi belle que jamais, mais toujours ses yeux bleus étaient ennuagés du gris, de la préoccupation et du souci. Son front était si souvent plissé que, lorsqu'il lui arrivait de se détendre, on y distinguait les lignes pâles de la peau que le soleil ne touchait pas. Quand je lui rendais visite, elle congédiait la plupart de ses dames de compagnie, puis me soumettait sur les activités du Rurisque à un interrogatoire aussi serré que si elle était Vérité en personne. Mon rapport achevé, sa bouche prenait souvent un pli ferme, et elle s'approchait du bord de la tour pour contempler la mer jusqu'à l'horizon. Un après-midi, de la fin de l'été, alors que son regard était aussi perdu au loin,
Je la priai de m'excuser, car je devais rejoindre mon bateau. Mais elle parut à peine m'entendre, à mi-voix, elle dit. Il doit exister une solution définitive. Rien ni personne ne peut vivre ainsi. Il doit y avoir un moyen d'y mettre un terme. Les tempêtes d'automne ne tarderont pas, ma reine. Déjà, le gel a touché certaines de vos plantes grimpantes. Les tempêtes ne sont jamais loin derrière les premiers frimas, et avec elles, c'est la paix qui nous vient. La paix? Ah! Elle eut un rire sans joie. Est-ce la paix que de passer des nuits blanches à se demander qui sera le prochain à mourir? Qui ils attaqueront l'an prochain? Non, ce n'est pas la paix. C'est un supplice. Il doit exister un moyen de se débarrasser des pirates rouges, et je compte le trouver. Ces paroles sonnaient comme une menace.